Bienvenue dans cette nouvelle émission et édition de Défense. On commence par l'actualité de la bande de Gaza, comme quasiment chaque semaine, avec cette information qui nous vient des renseignements israéliens. La moitié des terroristes de l'aile militaire du Hamas a été éliminée par Tsahal. Mathieu Wending. La moitié des dirigeants militaires du Hamas éliminés. Tsahal, en 263 jours d'opération, a poursuivi les objectifs de la guerre, parmi lesquels démanteler le Hamas. 14 000 terroristes ont été éliminés ou arrêtés, des dizaines de commandants du Hamas ont été neutralisés. En plus de 9 mois, ce sont 37 000 cibles qui ont été détruites depuis les airs dans la bande côtière. Plus de 25 000 infrastructures terroristes et sites de lancement ont été mis hors d'état de nuire. Concernant l'arsenal du Hamas, il était estimé à 15 000 roquettes et missiles avant-guerre. Aujourd'hui, l'organisation terroriste ne disposerait qu'entre 1000 et 1500 roquettes. En début d'après-midi, sur la base d'informations collectées par les services de renseignement militaire, l'armée de l'air israélienne a frappé des terroristes qui opéraient dans une école de l'UNRWA dans la région de Nuseirat. Ils étaient responsables de la planification et de l'exécution d'attaques contre les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Afin d'éviter les dommages collatéraux, des vols de reconnaissance ont été effectués et des munitions de précision ont été utilisées. Le Hamas continue d'utiliser les populations civiles comme boucliers humains et les hôpitaux et les écoles comme des cachettes. Les avions de combat de Tsahal ont par ailleurs frappé un commandant du djihad islamique dans l'ouest de Khan Younes. C'est dans cette ville du sud de la bande de Gaza que se cacherait Yahya Sinwar. Le chef de la CIA l'affirme, le boucher de Khan Younes serait dans les tunnels construits sous sa ville natale. Le chef du renseignement extérieur américain estime que les commandants du Hamas font désormais pression sur le chef militaire de l'organisation terroriste afin qu'il accepte un accord de cessez-le-feu. Le concepteur de l'attaque barbare du 7 octobre a été vu pour la dernière fois sur une vidéo de surveillance prise dans un tunnel en février dernier. Et avec nous, le colonel de réserve Grisha Jakubowicz. Merci d'être avec nous, ancien coordinateur de l'armée israélienne dans les territoires. D'abord sur cette information qui émane des renseignements militaires israéliens, 50% d'Azelim El-Qassam a été éliminé. Vous y croyez ou pas ? Écoutez, si nous regardons tout simplement Azelim El-Qassam à Gaza, alors oui, nous parlons d'une force de 30 000 porteurs d'armes entraînés. C'est à peu près la force du groupement armé du Hamas. Et le ministre de la Défense, Gallant, en a parlé. Hier, on a aussi publié des chiffres. On parle de 14 220 commandants, etc. Mais même si c'est vrai, à mes yeux, cela n'est qu'une partie de la réalité parce que quand nous voyons le nombre d'hommes armés à Gaza, des données connues et sues, et pour mettre entre parenthèses, je poserai la question suivante, pourquoi est-ce que quelqu'un a intérêt à présenter le fait que 50% d'Azelim El-Qassam a été liquidé? Est-ce qu'on essaye de créer? Est-ce que ça fait partie de l'accord? Est-ce que c'est un message que l'on veut envoyer? Je n'en suis pas sûr, mais quand je parle du nombre d'hommes armés à Gaza, on parlait de 70 000. Donc ça veut dire que, oui, ils ne sont pas tous du Nourba, tous n'ont pas été entraînés par l'Iran comme le Hamas, mais le djihad islamique, c'est 10 000 hommes armés. Pourquoi on n'en parle pas? Et Shuhada el-Aqsa, c'est une force du Fatah qui soutenait Dahlan. Eux aussi parlent de tirer sur l'armée. Combien ont été liquidés? Et Daesh présent à Gaza, et la police ou les autres forces du Hamas. Récemment, Tsahal les a aussi ciblés parce qu'ils font partie des tentatives du Hamas d'arriver à une situation pour le jour du lendemain où ils contrôleraient encore Gaza. Donc, je poserai la question: qu'est-ce qu'on cherche derrière la tentative de présenter ce chiffre qui semble bon, 50% des Azelim El-Qassam liquidés par Tsahal, et alors? Et les autres? Alors, moi, ça me dérange. Je vous pose une autre question. Vous savez qu'entre juifs, on pose une question, je suis obligé de vous renvoyer une autre question. L'axe Philadelphie. L'axe Philadelphie, selon l'armée israélienne, le Hamas n'y est plus, et que si jamais il y a un accord, eh bien on mettra des robots
sur place, des capteurs sensoriels. Ça ne fonctionne pas. Le 7 octobre, ça l'a prouvé. Alors quoi? Là aussi, on fait une erreur? Écoutez, Mathias, je pense que peu savent que vous parlez arabe. Moi, je le sais. Et je vais vous le dire en arabe, c'est-à-dire depuis la fin. Ce serait une erreur. Non, ce serait une erreur, pas une faute. Ce serait une faute. Ce ne serait pas un problème. Ce serait un chaos stratégique, même si Israël quittait l'axe Philadelphie. D'accord? Si vous le savez, moi je le sais, d'autres le savent. Pourquoi Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Dadi Barner, le chef du Mossad, Ronen Bar, le chef du Shabak, font exactement la même erreur? Écoutez, je vais expliquer la logique. Le fait que dire que c'est une erreur stratégique que l'axe Philadelphie sans nous, mais maintenant je voudrais vous expliquer les deux côtés d'un point de vue plus professionnel. Et je lirai les choses dans le renversement qu'on vit aujourd'hui. L'axe Philadelphie, c'est contrôlé au sol depuis 2005. Et sur cet axe et jusqu'à la guerre, était contrôlé par l'autorité pendant 2 ans et ensuite totalement contrôlée par une organisation terroriste face à l'Égypte. Nous savons l'argent, les armes, les armements, les capacités qui ont transité, les Iraniens, bref, tout ce que nous savons qu'il y avait à Gaza est passé par l'Égypte, en sous-sol, au sol, par la mer. Il y a 4 voies de faire de la contrebande depuis l'Égypte vers Gaza. Alors, d'abord, c'est en sous-sol. Tsahal ne le publie pas, mais on a découvert une quantité extrêmement importante de tunnels. En partie étaient des tunnels de plusieurs étages en sous-sol, et ils préfèrent ne pas trop en parler pour ne pas de pas gêner les Égyptiens, parce que c'est intérêt de 14 kilomètres de frontière, et pour Israël c'est 240 kilomètres de frontière, donc je comprends qu'on ne veuille pas embarrasser les Égyptiens pour cela. En même temps, je le dis clairement, l'Égypte est responsable du massacre du 7 octobre exactement comme le Hamas, parce que l'Égypte, comme État souverain arabe, signant les accords de paix avec Israël, avait pour devoir d'empêcher le passage d'armements iraniens et du Hezbollah et les empêcher d'entrer à Gaza par l'Égypte. Et l'Égypte a trahi sa responsabilité et son devoir. À mes yeux, c'est une responsabilité stratégique, internationale, et personne ne veut en parler. Deuxièmement, l'axe Philadelphie doit rester entre nos mains pour que le 7 octobre ne se reproduise jamais. Troisièmement, nous sommes dans une situation de renversement. Changeant toutes les données Israël sur l'axe Philadelphie, Netzarim, la mort ou pas de Def, les 14 000 membres des Adin el-Qassam, la situation humanitaire, l'été, les égouts, la population, Abu Mazen qui tire vers le Hamas et les accuse, la pression américaine, la menace du Qatar de renvoyer les gens du Hamas, et là-bas ils ont des milliards. Tout cela combiné crée une dynamique cette dernière semaine où nous sommes à un point où on voit ce renversement avoir lieu, où le Hamas qui dirigeait les négociations d'un point de force, et aujourd'hui il perd cette force et l'avantage est du côté israélien. C'est pourquoi les Israéliens disent c'est maintenant le moment de faire un accord et il va falloir voir vers où cela va. J'ai essayé d'être bref. Mais vous avez réussi parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci, colonel Grisha Jakubowicz, d'avoir été avec nous. Je me tourne vers Shani. L'actualité de cette semaine, c'est aussi, bien évidemment, oui ou non, l'élimination de Mohamed Def. Et vous nous avez résumé les grandes éliminations de ces dernières années. Oui, alors il y en a plusieurs, donc on va dresser la liste ensemble. Le premier, c'est Abbas Moussaoui, qui était le prédécesseur de Hassan Nasrallah. Il a été éliminé en février 92 au Liban. Il y a des hélicoptères israéliens qui ont ciblé un cortège de voitures où se trouvait Abbas Moussaoui. Il a été tué avec sa femme, leur fils et 4 autres personnes. Et après sa mort, c'est Hassan Nasrallah qui a pris la tête du Hezbollah.
Le second, eh bien, c'est Ahmed Yassine, fondateur, chef spirituel du Hamas. Il a été éliminé en 2004 dans une mosquée où il se rendait tous les jours. Au moment où il sort de la mosquée, il y a des hélicoptères israéliens escortés par des F-16 pour masquer le bruit des hélices qui ont ciblé le cheikh Ahmed Yassine. Et avec lui, ses gardes du corps ont aussi été éliminés. Et c'est Abdelaziz Al-Rantissi qui lui succède. Alors lui, son mandat a été assez court, puisque un peu moins d'un mois. Et lui, après, a été éliminé également par une frappe d'un hélicoptère israélien sur sa voiture. Ensuite, il y a Salah Shehadeh, c'est un des chefs des brigades Ezzeddin Al-Qassam. Il a été éliminé en juillet 2002 dans le quartier Al-Daraj à Gaza. Il y a une bombe de 1 tonne qui a été larguée dans ce quartier par un F-16. Elle le tue, lui, sa femme, leurs 9 enfants et un autre membre. Préciser juste que l'appartement était complètement piégé par Salah Shehadeh lui-même. Exactement. Et le Hamas a répliqué à cet assassinat en commettant l'attentat à la cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem. Ensuite, Ahmed Jabari, un nom assez connu, voire très connu, c'était le chef de la branche armée du Hamas dont il a pris la tête en 2002, donc en pleine intifada. Il avait notamment dirigé le kidnapping de Gilad Shalit en 2006 et il a planifié plusieurs attentats contre des Israéliens qui ont d'ailleurs coûté la vie à plusieurs civils. Il a été éliminé en novembre 2012 à Gaza. Il était en voiture avec son garde du corps, Mohamed Hams. À ce moment-là, le véhicule a été ciblé par une frappe aérienne et son élimination a marqué le début de l'opération Pilier de défense, donc en 2012. Il y en a eu d'autres plus récentes, celle notamment de Baha Abou Alata en 2019, qui a d'ailleurs conduit au début de l'opération Ceinture Noire, qui avait duré 3 jours. Il a été éliminé lors d'un raid contre son immeuble à Sajaya, un nom de quartier très connu, et sa femme a été éliminée dans le même raid. Ensuite, il y a également Salah Al-Arouri qui a été éliminé cette année, le numéro 2 du Hamas. Il a été éliminé donc par un missile de précision sur les bureaux du Hamas à Beyrouth. Alors, on ne parle pas de missile de précision pour rien, Mathias, puisque c'est un missile qui a réussi à infiltrer les murs des bureaux sans porter atteinte, sans détruire les immeubles qui étaient autour. Et il y a un deuxième missile qui a ensuite frappé les bureaux du Hamas et qui ont donc tué plusieurs membres. Et enfin, Mohamed Reza Zehadi, un général iranien considéré comme le numéro 2 des gardiens de la révolution. Lui a été éliminé début avril 2024, on se rappelle, contre le bâtiment annexe de l'ambassade des gardiens de la révolution à Damas. Merci, Chani Guidalia. Et nous sommes également en lien, vous êtes actuellement aux États-Unis pour une série de conférences d'Or Shachar. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes originaire de Khan Younes, vous avez grandi à proximité de la famille de Mohamed Def, vous êtes depuis converti au judaïsme. D'or, Mohamed Def pour Khan Younes, ça veut dire quoi? Il représente quoi? Le symbole de la Palestine, le symbole de l'islam. Il faut comprendre ce que c'est le Hamas. Le Hamas, c'est la Palestine c'est l'islam. Mohamed Def, Yahya Sinwar sont le symbole. Ils représentent l'islam. Ce sont les héros, les shahids, les martyrs. Moi, j'ai grandi à Khan Younes. Et à Khan Younes a grandi aussi Mohamed Def et aussi Yahya Sinwar et tous les terroristes. Mais je vais vous dire quelque chose. J'espère vraiment qu'on a liquidé Mohamed Def. Tant que je n'ai pas vu son cadavre, son visage mort, pour moi, il est encore vivant. Pourquoi, alors qu'une partie de la population de Khan Younes, au vu des images, a tenté de dire non également au Hamas, pourquoi Mohamed Def, qui représente le Hamas, toujours est aussi populaire à Khan Younes? Il est responsable de
l'assassinat de beaucoup de Juifs en Israël pendant la deuxième intifada et jusqu'aujourd'hui. Mais je voudrais que l'État d'Israël, y compris le gouvernement d'Israël, comprennent une chose. S'ils ont liquidé Mohammed Def, et j'espère que c'est vrai, et j'espère qu'il est mort, mais je veux le voir de mes yeux avant d'y croire. Il faut comprendre une chose. 99% de la bande de Gaza, c'est des Mohammed Def. 99% des Gazaouis sont Iriés noirs. C'est ça leur voix. Et ils ont des remplaçants, ces hommes-là. À l'époque, il y avait Arafat. Alors on disait, une fois qu'Arafat sera mort, ça ira mieux. Et ça a été pire. Vous vous souvenez de Ahmed Yassine? Je suppose que vous ne l'avez pas oublié. Eh bien, c'était le pire terroriste possible. Et quand on a pensé qu'après l'avoir liquidé, on aurait le calme et que les choses iraient mieux, et Irié Noir et Mohammed Def et les autres sont arrivés, ça a été encore pire. Alors, ne nous enthousiasmons pas et ne pensons pas qu'on a un résultat magnifique. L'État d'Israël est encore en danger. Mohammed Def est un personnage extrêmement important pour les Palestiniens. Tous les Palestiniens qui le soutiennent, et vous venez de dire, les Palestiniens, Mohammed Def, ils le défendent. Cela montre combien il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Il faut bien le comprendre, ça. Et je le répète et le dis, je ne crois pas que Mohammed Def soit mort. Et pour le croire, je dois le voir. Je veux voir sa tête. Je veux voir qu'il est vraiment mort. Et du moins pour les sympathisants de Mohammed Def. Ça sera ma dernière question. Dor Shachar, si on comprend bien, visiblement derrière vos propos, il n'y aura que très peu d'impact s'il a été éliminé. Non, ça ira encore plus mal en fait, ça sera encore pire. Comprenez bien, l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël croient les mensonges qu'on leur dit. Et vous savez, j'ai entendu sur les diverses chaînes de télévision que de source palestinienne, Mohammed Def a été tué. Vous comprenez? Les Palestiniens disent aux chaînes israéliennes que Mohammed a été liquidé et ils le croient. Écoutez bien, je vais vous dire plusieurs choses. Lors de la première intifada, on jetait des pierres. La deuxième intifada, on a fait sauter des autobus. Et il y a quelques années, depuis 20 ans maintenant, on lance des missiles sur Israël. Et maintenant, la 5e génération est arrivée. Ils ont conquis le sud de l'État d'Israël. Eh bien, à mon avis, 99% des Gazaouis sont Mohammed Def, Ahmed Yassine, Irié Noir, Arafat. Ne faites pas semblant de l'ignorer. Et hier, on voit les images, vous voyez les gens qui courent et tout ça, ce que vous appelez les citoyens innocents. Moi, j'ai grandi là-bas, je peux vous dire, je sais que j'ai été élevé dans l'aspiration à tuer des juifs. C'était ça, mais le meilleur acte de shahid, c'est de tuer des chrétiens et des juifs. Alors ne vous faites pas l'illusion que voilà, on va avoir le calme, tout ira bien. Et non, ce n'est pas le cas. Et vous savez, ce n'est pas seulement maintenant à Gaza, c'est partout dans le monde que cet islamisme est en train de s'étendre. Merci beaucoup, Dor Shachar, d'avoir réagi à nos questions. Vous êtes actuellement à Los Angeles pour une série de conférences. Je vous rappelle que vous avez grandi à Khan Younes depuis, vous êtes converti au judaïsme. Merci à vous. Merci. On poursuit également cette édition par ce dont parlait à l'instant finalement Dor Shachar, c'est-à-dire les clans. Les clans à Gaza, c'est un sujet préparé par Johanna Binder. Selon les données de 2022, 72% des habitants de la bande de Gaza s'identifient à une tribu ou à un clan, des entités qui comptent plus d'1 millier de personnes.
Les clans dans Gaza ont gagné en influence au moment des accords d'Oslo. Yasser Arafat en avait alors associé certains au sein du corps dirigeant dans le territoire palestinien, dans le but d'asseoir son pouvoir. Au cours de la deuxième intifada, les membres des différents clans qui avaient rejoint les forces de sécurité dans Gaza ont amassé des armes qu'ils cachèrent à leur domicile, par peur des représailles israéliennes. רוב החברות בחברה הערבית בכל מדינות ערב הן שבטיות, ובעיקר החברה הפלסטינית, שבעיקרה היא הגיעה או מהמצרים או הגיעה ממדינות המפרץ. כאשר חמאס השתלט על רצועת עזה ב-2007, קמו משפחות גדולות שהן מהאחים המוסלמים, ואלה בעצם משפחות ששולטות, אלה משפחות מזוהות עם חמאס. Avec la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, le groupe terroriste a pris soin de confisquer leurs armes aux clans et de créer des alliances avec certains d'entre eux sur la base d'intérêts communs. Un clan, par exemple, était responsable de faire rentrer des armes dans la bande de Gaza en échange d'argent. חמולות הן ערב רב של אנשים, חלקן מזוהות עם חמאס, חלקן פתח, חלקן גם וגם, חלקן יש להם סדר יום עצמאי בכלל. לצורך הדוגמה, חמולות גדולות באזור רפיח, הן אחראיות על מנהרות ההברחה מסיני, לתוך רפיח, הן עושות הרבה מאוד כסף, יש חמולות שמתעסקות ביבוא, חלק מהחמולות מתעסקות בכלל בענייני מסחר, חלק מהחמולות בכלל הן חמולות פשע. Parmi les principaux clans à Gaza, le clan d'Ormouch, identifié à Mohamed Dahlan, beaucoup de ses membres ont été éliminés au début de la guerre. Le clan Khiles, dont les activistes sont affiliés au Fatah, les clans Tarabine et Aramilat. Bradley Bowman, merci d'être avec nous, le directeur du Centre de pouvoir et politique militaire, le FDD. Première question. Thank you. Merci à vous. Visiblement, Israël a tenté d'éliminer Mohamed Deif avec des bombes américaines. Est-ce que ça risque de créer de nouvelles tensions avec l'administration américaine ? Bonne question, bien sûr. Beaucoup des téléspectateurs savent peut-être que les États-Unis ont, l'administration Biden a stoppé un envoi de 200 000 bombes et qui a été stoppé sur la base de cette préoccupation de l'administration de la manière dont ces bombes étaient utilisées à Gaza et comment elles pourraient être utilisées dans la campagne de Rafah. Et donc c'est un problème qui reste en place et cet effort pour tuer Mohamed Deif, ça certainement, les gens à Washington comprennent le désir de liquider ce mastermind terroriste à cause de ce qu'ils font et de ce qu'ils continuent à faire. Mais l'administration Biden est préoccupée aussi des victimes civiles dans cette attaque et ça pourrait avoir pour effet de continuer cette retenue de l'envoi de bombes pour Israël. Ce qui est tout à fait malheureux de mon point de vue parce que ce sont le type de bombes exactement dont Israël a vraiment besoin pour une guerre majeure contre le Hezbollah qui risque d'arriver incessamment. Mais Bradley Bowman, est-ce que ça veut dire que ça fait partie aussi des objectifs de discussion entre Yoav Gallant et Lloyd Austin lorsque les deux ministres de la Sécurité se parlent? Absolument. Je pense qu'il va y avoir un ordre du jour que vont discuter ces deux messieurs et qu'ils discutent depuis des mois. S'assurer qu'il y ait un flux continu d'armes vers Israël. Soyons clairs, les États-Unis ont envoyé une quantité incroyable d'armes et d'armements depuis le 7 octobre vers Israël, tellement que parfois les militaires israéliens et américains n'avaient pas assez d'avions pour l'envoyer. Et donc, plus de 14 000, 2 000 tonnes de bombes qui ont été fournies depuis le 7 octobre et le mois de juin. Donc c'est invraisemblable. 3 000 des missiles de précision, des quantités invraisemblables. Et ce que tout le monde a vu, c'est que on voit que la rhétorique de la Maison Blanche essaie de critiquer Israël, ce qu'on ne fait pas pour un ami dans les pires journées qu'il vit en train de se battre contre un ennemi
ennemi. Donc Israël doit absolument récupérer ces bombes qui sont arrêtées et il va falloir accumuler un maximum de bombes pour être prêt à une guerre éventuelle avec le Hezbollah. En fin de compte, Israël n'a pas l'inventaire nécessaire et n'ont pas non plus n'a pas encore toutes les munitions nécessaires pour une guerre contre le Hezbollah. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup en Israël ne veulent pas se lancer dans cette guerre actuellement parce qu'ils n'y sont pas encore prêts. Bradley Bowman, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez justement, eu égard à la campagne présidentielle et la visite de Benjamin Netanyahou, que Joe Biden va se montrer peut-être plus flexible à l'égard de Benjamin Netanyahou lorsque ce dernier va lui rendre visite? Je pense que Netanyahou ne va pas gagner de popularité aujourd'hui parmi les démocrates et chez les progressistes. Et je suis discret quand je parle ainsi. Le président Biden ne sera certainement pas plus souple avec le Premier ministre pour toutes sortes de préoccupations d'aide humanitaire et la manière dont certaines des munitions ont été utilisées à Gaza. Ça préoccupe la Maison-Blanche et ce que les électeurs du Michigan vont faire ou au Tennessee et donc avec les protestations qui vont croissant depuis le 7 octobre. Merci Bradley Bowman. Pour vous, très rapidement, en un mot, Benjamin Netanyahou, une visite peut-être positive ou ça va rester dans l'ordre du jour, à savoir beaucoup de controverses? Très rapidement. Je suis prudent parce que je veux qu'Israël ait ses moyens de se défendre contre ses ennemis qui nient son droit à l'existence et veulent l'exterminer. Je suis prudemment optimiste qu'avec un peu de bonne volonté des deux côtés, on peut avancer à un cessez-le-feu temporaire et dans les relations bilatérales pour qu'on puisse à nouveau revoir tous les armements qui sont envoyés et qu'Israël soit prêt ensuite pour une guerre majeure contre le Hezbollah. Merci beaucoup, Bradley Bowman, directeur des FDD, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite.